Bonjour à tous, bienvenue au 67e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la 110e Coupe Grey. Je suis très, très excité et heureux de recevoir Pablo Herrera Vergara, excellent chroniqueur pour le site Three Downs Nation. Pablo, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci pour Je sais- l'invitation. Mais ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu étais, si t'es aussi excité que moi, euh, qu'après 13 ans, finalement, les Alouettes sont de retour à la Coupe Grey. C'est vraiment un moment qu'on attendait depuis très longtemps en tant que partisan des Alouettes, là. Absolument, non seulement on l'attendait, mais c'était complètement inespéré. Après tout ce qui s'est passé au niveau de la gestion des propriétaires, Danny Machocha qui engage un nouvel entraîneur cette année, Ouais. tellement de nouveaux joueurs, peu de signatures pendant l'ouverture du marché des joueurs autonomes. On pouvait s'attendre à une saison difficile, mais les Alouettes ont trouvé une façon de se rendre à la Coupe Grey. Puis la dernière fois que les Alouettes étaient à la Coupe Grey, j'avais 10 ans, puis je me rappelle encore, j'avais perdu une dent de bébé. Donc, c'est pour vous donner une idée à quel point ça fait longtemps. Mais oui, c'est extrêmement excité. Je vais faire le voyage à Hamilton. Ouais. Je vais être présent. Donc, ça va être une expérience absolument incroyable. Puis, j'ai vraiment hâte pour, non seulement pour les Alouettes, mais en fait pour le public, puis les partisans montréalais qui l'attendent depuis très, très longtemps. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va essayer de vous représenter le mieux l'équipe que les Alouettes. On sait qu'au football, c'est comme dans la NFL, des fois, il y a plusieurs personnes qui vont regarder le dernier match. Ben, ça risque d'être la même chose en fin de semaine. Beaucoup de gens qui apprécient le football, mais qui ne regardent pas nécessairement les matchs, vont syntoniser le RDS pour regarder la Coupe Grey. Mais on va essayer de vous faire apprendre et aimer l'équipe des Alouettes. Tu viens d'en parler, Pablo, tu as la chance de te diriger vers Hamilton pour assister à la Coupe Grey qui se tiendra dimanche. Petite polémique avant de se lancer en détail dans l'analyse des deux formations, petite polémique du côté de Hamilton. La CFL aime nous faire croire du moins que c'est une ligue bilingue, même si la très grande majorité des disons, de ce qui se passe est en anglais. On a quand même nos plateformes sont bilingues, donc on fait du bon travail de ce côté-là. Par contre, les journalistes francophones ont remarqué depuis qu'ils ont fait leur arrivée à Hamilton que la quasi-totalité des affichages et tout est en anglais. Il n'y a rien qui est indiqué en français, aussi simple que Coupe Grey. C'est une indication qu'on ne voit nulle part. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve ça un petit peu spécial que la Ligue, dans son match ultime, ne pense même pas à mettre quelques petites attentions en français, alors que c'est sûr que la majorité des marchés sont anglophones, mais on retrouve évidemment Montréal. Ottawa aussi est bilingue. Donc, ça aurait été important d'avoir une représentation de ce niveau-là, là. Ah, absolument. Je pense que c'est une erreur assez grave de la Ligue canadienne qui, d'ailleurs, selon les dernières informations, est en train d'essayer d'arranger les choses d'ici OK. jusqu'à dimanche. Parce qu'évidemment, c'est un sujet qui va faire extrêmement jaser parce que, évidemment, les Alouettes sont en finale. Ce que j'ai appris entre les branches, c'est que la Ligue canadienne n'était tout simplement pas prête à Voilà. recevoir les Alouettes en finale de la Coupe Grey, tout simplement parce que la semaine passée, évidemment, c'était les puissants Argos qui étaient destinés à À la représenter finale. la division Est à la finale de la Coupe Grey. Mais évidemment, ce sont les Alouettes qui se sont rendus. Comme je dis, j'ai su que évidemment les préparations n'étaient pas tout à fait au point. Et puis on a vu la démonstration cette semaine, alors que plusieurs journalistes, même du côté anglophone, se sont rendus compte qu'il n'y avait absolument aucune indication en français. Évidemment, c'est une erreur assez grave. J'ai de la misère à comprendre pourquoi on a pu permettre un tel scénario. On dit souvent, on veut faire croire que c'est une ligue bilingue. Ouais, Pourtant, la Ligue canadienne ne le montre pas présentement. Donc, moi, là, ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, évidemment qu'on s'ajuste, qu'on fasse des choses, puis exactement. jusqu'à dimanche, parce que c'est ça. Puis l'important, c'est reconnaître l'erreur. Une fois que Absolument. tout le monde est capable de faire des erreurs, tout le monde peut faire des erreurs, c'est correct. L'important, c'est de le reconnaître, puis d'ajuster. Puis on s'entend, c'est quand même une ligue professionnelle. Le match est dimanche. Bon, il n'y a pas d'excuse qu'il y ait quelque chose qui change d'ici.
d'ici dimanche. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont parlé du logo au centre du terrain qui est écrit seulement en anglais, donc c'est écrit CFL en anglais. Ouais. De mon côté, ça, personnellement, j'ai pas tant de problème avec ça parce que lorsque la Coupe Grey avait été présentée à Montréal, le logo au milieu du terrain n'indiquait seulement la Coupe Grey qu'en français. Donc ça, pour moi, c'est pas Non, ça va. un gros problème, mais c'est tout ce qui est autour. Donc c'est tout ce qui est panneaux dans le stade en tant que tel, qui pour moi, tu dois trouver une façon d'en avoir en français aussi. Évidemment, c'est un beau marché, le marché du Québec, puis c'est important qu'il soit bien représenté à la finale de la Coupe Grey. Comme tu as dit, c'est l'ajustement qui est important. Espérons que la LCF a regardé une certaine leçon de ça, même si les Alouettes ne s'y trouvent pas. Mhm. Je pense que les partisans d'ici veulent voir des affichages en français. Passons maintenant à une belle histoire avant de se lancer dans l'analyse des équipes euh, que tu as publié en ce vendredi matin sur le site Three Downs Nation. Euh, te retracer un partisan des Alouettes très, très spécial qui, qui ajoute beaucoup dans l'ambiance des matchs des Alouettes. Parle-nous un petit peu de cette belle histoire-là. Écoute, en fait, ce qui est arrivé, c'est que mon collègue John Hodge, qui est éditeur à Three Down Nation, lui a publié en fait, une chronique la veille mentionnant que en fait, les hauts de fer de la Ligue canadienne lui avaient dit que ce qu'on appelle les air horns, donc Ouais. si on veut, les sirènes Ouais, à les air, si on veut, flûtes, j'essaie de ouais. trouver les. Ouais, ben, en fait, c'est les affaires que les partisans des Alouettes poussent avec comme ça, puis ça sonne ça fait un son de sirène, dans le fond. Ça sert aussi pour tout ce qui est bateau, mais les Alouettes, en fait, s'en servent beaucoup. Ça s'en servent, certains partisans s'en servent à Montréal, puis la Ligue canadienne a décidé de bannir ces appareils-là du stade, justifiant justement les politiques d'Hamilton à ce sujet. Euh, Moi, la première des choses que je tiens à dire, c'est que malgré les politiques d'Hamilton, cette année, il y a plusieurs partisans qui ont réussi à faire rentrer on va faire rentrer ces sirènes sonores-là au stade, puis qui ont réussi à en Wow. jouer. On a quelques photos sur les réseaux sociaux qui prouvent le tout. Donc, première des choses. La deuxième, c'est évidemment que ça a fait énormément réagir parce que beaucoup dans les marchés de l'Ouest, en fait, les marchés anglophones, parce que évidemment, Montréal, c'est le seul marché francophone, mais partout ailleurs, je pense que c'est assez unanime. Les Air Horns ne sont vraiment pas appréciés Oh, parce que ça nuit à l'expérience TV, parce que apparemment c'est un bruit extrêmement dérangeant quand on est trident à pour côté. certains, ouais. Ouais, exactement. Première précision que je tiens à apporter là-dessus, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas tous les partisans. Puis ça, c'est un beau message pour tout le monde. C'est pas tous les partisans qui ont ces types de sirènes Bon. sonores, sinon ce serait vraiment un problème. C'est vraiment certaines sections, en fait, la section derrière le banc des Alouettes, que la majorité de ces sirènes sonores-là, et ce qui fait en sorte que les micros de TSN sont extrêmement proches. C'est pour ça qu'on entend c'est pour ça qu'on entend à la télévision un effet sonore comme si c'était pratiquement tout le stade qui avait cet appareil, alors que c'est vraiment pas vrai. Il y en a très peu des partisans qui ont cet appareil-là, Ouais. donc première des choses que je tiens à préciser. On s'en rend Par compte la en suite, allant au stade, là, vraiment. ouais. Ouais. Par la suite, je pense qu'il y avait énormément de personnes qui avaient leur opinion, mais moi, je voulais trouver la personne qui a vraiment parti ça parce que je voulais avoir son côté de l'histoire. Je trouve que c'est important de Ouais. regarder les deux côtés. Il y a beaucoup qui sont extrêmement rapides à juger. Puis vous irez lire ça sur Trade on Nation. C'est une belle histoire. C'est un partisan qui a découvert les Alouettes, qui est tombé en amour et qui voulait faire sa partie pour sa part, en fait, pour être le 13e joueur de l'équipe. Est tombé là-dessus, puis c'est de là comme ça qu'a commencé. C'était vraiment pas avec des intentions de nuire à qui que ce soit. Puis il en revenait pas. C'est pas quelqu'un qui est extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Donc il y avait de la misère à comprendre comment ça se fait que son histoire, ben, comment ce qui avait commencé, ça s'est propagé à une telle amplitude parce que probablement c'était le sujet de l'heure dans la Ligue canadienne il y a 2 jours. Puis je pense que ce n'est encore un sujet chaud aujourd'hui parce que ça fait extrêmement réagir. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, mais vous irez lire ça. Il y a une opinion assez crue sur le sujet, puis il n'y a aucunement. Il y a aucunement honte de ces appareils-là, puis il ne comprend pas en fait que ça déplaise aux gens. Donc, encore une fois, allez lire ça sur le site True Down Nation. C'est une belle histoire. Puis, moi, je voulais, c'est ça, moi, je voulais donner la chance lui donner sa chance, en fait, de faire entendre sa voix Ouais. aussi avec toute cette histoire-là. Du coup, ça nous ramène dans les racines des Alouettes. Ce sont justement les partisans qui ont suivi l'équipe et ça en est une des belles histoires. Puis justement, les Alouettes ont tellement eu d'années plus sombres où on a raté les séries à quelques occasions. Finalement, ça a été un petit peu mieux depuis quelques années.
Et là, cette année, ben, si on veut, c'est le comble qu'on n'attendait pas, alors que je pense que tous les analystes plaçaient les Alouettes au dernier rang. C'est sûr qu'il y a eu des ajustements. Certains avaient plus espoir en eux, mais c'est formidable quand même que les Alouettes ont été les underdogs toute l'année et se sont rendus en finale, ont battu le géant Toronto. On en parlera un petit peu plus tard. Je vais commencer l'analyse de la formation des Alouettes en parlant d'un élément déclencheur qui s'est survenu via l'embauche de 2 joueurs défensifs extrêmement importants. On en a parlé un petit peu plus tôt en début d'émission. On a fait très, très peu Danny Machocha avait fait très peu d'acquisitions à la date limite des agents libres dû à l'incertitude entourant les propriétaires. On sait que malheureusement, M. Pelado est arrivé un petit peu trop tard pour permettre à Machocha de dépenser comme il le voulait. Ça fait en sorte que durant la saison, il avait quand même un bon budget à dépenser. Il a commencé en faisant l'acquisition de Sean Lemon. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, l'annonce venait d'être arrivée, mais c'est l'impact qu'il y a eu par après qui est assez formidable. Quelques statistiques en bref. Là. Le vétéran de 34 ans était avec les Lions en début de campagne, était libéré. L'année passée, avec les Stampeders, il a été sur l'équipe d'étoiles, 14 sacs du corps, 29 plaqués. Cette année, en seulement 13 parties, c'est 26 plaqués, 9 sacs du corps et 2 interceptions, dont une pour un touché. Et ça, ce qui est formidable, Lemon avait connu avait réussi seulement une seule interception dans sa carrière. Cette année, il en réussit 2. Parle-nous un petit peu de l'impact euh, énorme qu'il y a eu l'arrivée du numéro 0, Sean Lemon. Ben écoute, la première des choses, on avait fait une émission après quelques matchs de la saison où je te disais justement que les Alouettes avaient pas mal tous les ingrédients, mais que le Ouais, gâteau n'avait pas encore levé. exact. Puis là, on peut dire que le gâteau a levé, mais c'est sûr que en fait, les ingrédients étaient là, mais je pense que les Sean Lemon puis Darnell Sankey, ça a été deux Ouais, magnifiques compléments qui ont fait en sorte qui ont accéléré le processus pour que le gâteau finalement prenne forme. Puis Sean Lemon, quel joueur, quel ouais, joueur. Puis j'ai encore de la misère à comprendre comment certaines équipes de la Ligue canadienne ont autant attendu avant de le contacter pour faire appel à ses services. C'est clair que les Alouettes avaient plus d'argent sur la masse salariale, mais je ouais, ne peux pas croire que Sean Lemon a demandé un salaire farabolant considérant le fait que c'était en mi-saison, considérant le fait qu'il avait été libéré. Mais de son propre aveu, il a toujours cru en lui. Puis c'est tout à son honneur parce qu'il est en train il réalise une saison absolument incroyable, une demi-saison avec les Alouettes, puis l'impact qu'il y a eu a été monumental au succès de l'équipe. Puis je pense que c'est le type de joueur justement qui est capable de faire une différence dans un match important comme celui de la Coupe Grey. Il y a tellement d'expérience, il a tellement vécu dans cette ligue-là. S'il y a quelqu'un qui peut peut-être calmer les jeunes avant le début du match, c'est c'est vrai. lui. S'il y a quelqu'un qui peut parler à la mi-temps, alors que la mi-temps ils sont plus longues en raison du spectacle à la mi-temps, Ouais, c'est bien lui. Donc, je pense qu'il a vraiment tous les éléments pour justement être un magnifique complément à cette défense-là. Puis ça aura pris le départ de ça aura pris le départ de Nick Usher ouais. pour lui faire une place, mais on s'entend que Nick Usher ne livrait pas la marchandise à ce moment-là. Donc, excellente transaction de la part de transaction si on veut, parce que ça a pris quelqu'un de libéré pour faire de la place, mais excellent mouvement de personnel. Puis je vais directement aborder sur le sujet de Donald Sankey parce Ouais, que c'était justement mon euh, deuxième ouais, embauche clé. ouais, écoute, les statistiques, c'est clair qu'elles parlent d'elles-mêmes, là, surtout la semaine passée, mais Ouais, Darnell Sankey, pour moi, c'est une machine à plaquer. C'est le joueur que tu vas voir sur le terrain qui a, peu importe où est le joueur adverse qui a le ballon, c'est toujours Sankey qui va trouver le moyen de le frapper. Et puis, à répétition, ça devient dérangeant, ça devient dérangeant autant pour les receveurs que les porteurs de ballon. Puis lui, vraiment, c'est devenu le leader de la ligne secondaire des ouais, Alouettes. on se trouve. Vraiment, il a pris oui, Tyrese Beverett, oui, Reggie Stubblefield joue de l'excellent football, ça, on ne l'enlèvera pas. Mais celui qui mène le bateau, c'est vraiment Darnell Sankey. C'est lui qui reçoit les signaux, c'est lui qui fait les Ouais. communications à la défense. Donc, vraiment un corps arrière de cette défense-là. Puis avec tout Constamment au ça, on n'a cœur même de pas chaque parlé. action aussi, là. Exactement. Puis avec ça, on n'a même pas parlé d'Avery Williams, qui lui était une des grosses prises en début d'année de la part de Danny Machocha, qui est maintenant convient à un rôle plus de réserviste. C'est quand Ouais. même incroyable à dire, mais c'est un réserviste de grand luxe parce qu'il pourrait être partant dans bien des équipes dans la Ligue canadienne.
Justement, Sankey, son embauche a été un petit peu moins médiatisée que celle de Lemon. Il est arrivé le 11 Mhm. septembre. Il avait joué dans la XFL en 2023, quand même eu de l'expérience de la Ligue canadienne, joué de 2020 à 2023 avec les Stampeders et les Rough Riders. Expérience de la NFL aussi avec les Colts en 2017, mais on voit vraiment tout l'impact qu'il a eu, là, le numéro un. C'est une défensive qui a passablement changé quand même depuis le premier match de la saison. Tu as parlé de Nick Usher. On peut rajouter aussi le nom de Jamal Davis, en qui on avait beaucoup d'attentes. On le voyait comme le leader de cette ligne défensive, n'a vraiment pas fait le travail. Najee Murray, Nafees Lyons, deux joueurs en qui aussi on plaçait beaucoup d'espoir, ont été mis sur la liste des blessés. Donc, on va décortiquer un petit peu cette défensive qui fait autant parler. Tu as mentionné quelques secondaires. Allons-y en premier de la ligne défensive. D'un côté, on a Loal Gouac, qui est une machine à faire des jeux, qui est le 7e choix au total lors du dernier repêchage. Almondo Sewell et Mustapha Johnson, qui a fait l'équipe de l'Est qui sont au centre, et Lemon d'un autre côté. Mhm. Comment trouves-tu ce front défensif-là? Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables, on se projette un petit peu sur le match de Winnipeg, mais d'embêter cette ligne offensive qui est quand même solide à Winnipeg, là? Oh, c'est une très bonne ligne offensive, mais pour ce qui est des Alouettes, c'est une bonne ligne défensive. Je peux pas dire que c'est une ligne défensive élite, mais c'est une bonne ligne défensive. Mustapha Johnson, pour moi, on parle beaucoup de Sean Lemon, mais pour moi, Une Mustapha révélation. Johnson, c'est la révélation. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette ligne défensive-là. Et peut-être que les gens vont me lancer des tomates parce que Sean Lemon est là, mais Sean Lemon fait des jeux, c'est vrai. Mais celui qui réussit à affaisser énormément de joueurs Ouais. devant lui, c'est Mustapha Johnson. Et lui, très peu médiatisé durant l'année, mais tellement efficace. C'est toujours lui qui va arrêter les porteurs de ballon au premier niveau. C'est par lui que tout passe dans cette ligne-là pour moi. Puis il fait un travail colossal. Et d'ailleurs, c'est un joueur assez particulier. Ses échauffements, peu importe la température, les fait sans chandail. Donc Ouais. son chandail est par terre, lui sert pour se tenir les genoux, pour pas que ses genoux frottent sur la surface. Donc, toujours qu'il fasse moins 10, 25 degrés, Un vrai. c'est une belle histoire, une belle aparté. J'ai eu la chance d'assister à la pratique où il faisait moins 7 avec de la neige, Ouais. sans chandail quand même. C'est vraiment tout un joueur, toute une pièce d'or, on va dire. Pour vrai, pour moi, c'est le joueur étoile de cette ligne-là, mais elle est bonne, cette ligne Ouais. défensive-là, surtout pour rabattre des passes, pour déranger le corps arrière lorsqu'il sort de sa pochette. Par contre, pour moi, c'est pas. Pourquoi je dis que c'est pas une ligne défensive élite pour moi, c'est que pour moi, ça manque de présence dans le champ arrière. On a énormément, on a des joueurs qui sont capables de s'y rendre à l'occasion, mais pour moi, ça prend une meilleure présence, surtout dimanche contre Zach Collaros, une présence dans la pochette, faire que le carrière se sente inconfortable. Ouais. Et ça, pour moi, c'est ce qui manque pour moi pour dire que c'est une ligne défensive élite. Mais pour le reste, je pense que c'est une excellente unité que la ligne offensive des Blue Bombers va avoir à l'œil très sérieusement. Peut-être que ça pourrait venir justement de cette pression de l'unité de secondaire. On a parlé un petit peu de ceux qui en font partie de manière individuelle. On parle de Tyrese Beverett, qui a été le meneur de l'équipe pour ce qui est des plaqués. Il a été nommé dans l'équipe de l'Est. On a parlé de Sankey, Reggie Stubblefield. C'est aussi une révélation, je trouve, en défensive, là, nominé comme la recrue de l'année chez les Alouettes. Avery Williams. En tant que groupe, ils sont constamment au cœur de l'action des Alouettes. Est-ce que tu penses que c'est tu viens de mentionner que c'est une unité, la ligne défensive n'est pas élite. Est-ce que c'est le cas selon toi des secondaires? Ah, absolument. Ça pour Ouais. moi, il n'y a aucun doute. C'est pour moi la meilleure ligne de secondaire de la Ligue canadienne, tout simplement. En fait, Reggie Stubblefield, j'ai jamais vu quelqu'un, toute Ouais. personne confondue que j'ai rencontré dans ma vie, là, avec autant d'énergie. Il court partout, il frappe partout. À chaque fois, n'importe quand que tu vas le croiser, il va toujours avoir de l'énergie pour te parler. Sauf si on vient selon lui, lui voler le titre de recrue de l'année. Ah, Là, il y a peut-être un petit down, mais parce que j'ai eu l'occasion d'y parler après ça. Mais OK. sinon, pour le reste, quel joueur avec tellement d'énergie, j'ai peu de choses à dire sur ce joueur-là parce que Reggie Stubblefield, il faut savoir que lui avait été coupé au camp d'entraînement, est revenu en raison des blessures. Et puis, non seulement il est revenu, mais il a fait sa place.
Et Ouais. pour moi, si les règles avaient été différentes au niveau des nominations, aurait reçu pour moi en fait, pour moi, c'est le deuxième meilleur recrue de la Ligue canadienne après Qantas Stiggers. J'ai pas de problème avec celui qui l'a gagné. Très bien mérité pour Stiggers de Toronto. Mais sinon, à part ça, Tyrese Beverett, qui lui avait été une révélation l'an dernier, Ouais. arrive cette année, puis lui, il continue sur son bon travail. Encore un autre joueur extrêmement important pour cette équipe-là. Donc, non, honnêtement, j'ai peu de choses à dire de cette ligne secondaire-là. Puis comme je l'ai dit tantôt, on a Avery Williams en arrière qui, lui, finit le travail lorsque c'est le temps des substitutions. Travaille Tu dans le l'ombre regardes un sur le peu. terrain, tu te Ouais. dis, c'est incroyable, mais il pourrait être partant je pense que dans toutes les équipes, il serait partant, sauf les Alouettes de Montréal. Ça donne une idée un peu de la profondeur au niveau des secondaires. Cette tertiaire maintenant, menée à juste titre par Marc-Antoine Dequoy, qui a été nommé sur l'équipe de la LCF, 5 interceptions. On parlera du match contre Toronto juste après. Euh, Kabian Ento, qui est dans sa première saison dans la NFL, Ciante Evans, le vétéran, a eu quand même une saison en montagne russe au niveau de son état de santé, là, a été blessé à quelques reprises. Wesley Sutton, une autre très bonne saison, nominé dans l'équipe de l'Est, et Deontay Ruffin. Petite Mhm. faiblesse, tu me corrigeras ou rajouteras un petit peu ton point de vue là-dessus. Les équipes adverses vont souvent attaquer Ruffin en tant que demi de coin. Pour toi, est-ce que c'est la faiblesse du côté de cette défensive-là? Il C'est une en bonne est une question parce faiblesse. que oui, non, en fait, pour moi, il y a deux joueurs que les équipes adverses ciblent énormément. C'est évidemment Ruffin et c'est Ento. Et Ento, pour moi, oui, il réussit quelques beaux larcins cette année, un contre Jack Mayer et le dernier en séquence Kelly. contre Chad Kelly. Mais lui, il doit faire attention à ses couvertures dans les zones profondes parce qu'il est extrêmement agressif. Puis Ouais. ça, j'ai l'impression que Zach Collaros va s'en servir on va s'en servir dimanche parce que puis on le voit toujours, il est toujours prêt à exploser vers l'avant, mais le problème, c'est que s'il y a une double feinte, ça peut faire extrêmement mal. Ouais. Ruffin, dans son cas, lui, je le trouve plus patient. Donc, c'est plus quelqu'un qui. C'est pas le. C'est vraiment deux styles de demi-défensif complètement différents. Ruffin va être plus patient. Par contre, il faut qu'il trouve les moyens de gagner ses 1 contre 1 plus souvent. Sinon, encore une fois, c'est lui qu'on va vouloir cibler. Ouais. Mais dans tous les cas, je pense que c'est pas avec les blessures. Tu en as parlé, on a Fils Lion qui pour moi serait un partant s'il était en santé. Euh, Puis même Cordell Rogers, que j'ai énormément aimé Ouais. lors du court passage qu'il a joué, probablement les deux ils seraient partants en finale de la Coupe Grey s'ils étaient en santé. Ça peut vous donner une idée, mais c'est pas je dirais pas que c'est des remplaçants de luxe, Ruffin et Ento, mais c'est des bons joueurs capables de faire une différence. Puis on l'a vu la semaine dernière. Chad Kelly rate une passe, Kebion Ento en profite et Perception. réussit à un toucher. Donc pour moi, c'est des bons joueurs. Je ne dirais pas que c'est des faiblesses, mais justement, c'est des joueurs que peut-être c'est plus accessible pour les Bombers dimanche. Avant de parler de l'attaque, justement, euh, pour montrer l'amplitude du travail de cette défensive-là, les Alouettes sont sur une séquence, arrivent à la Coupe Grey avec 7 victoires de suite. En séries éliminatoires, 2 victoires convaincantes, 27-12 contre Hamilton, 38-17 contre les Argos. La victoire contre Hamilton était peut-être un petit peu plus à prévoir. Contre Hamilton, 2 sacs de Sean Lemon, une interception de Marc-Antoine Decroix, 7 plaqués pour Stubblefield puis Beverett. Contre Toronto, une des belles performances défensives que j'ai vues dans ma vie, principalement du côté des Alouettes. Là. C'est une interception de Marc-Antoine Decroix pour un toucher en début de match pour donner le ton. On vient de parler d'Ento qui a fait une interception pour un toucher. Sean Lemon provoque un échappé recouvert par Sankey qui réussit une interception un petit peu plus tard. 6 plaqués en plus. Beverett et Stubblefield, encore une fois, respectivement 10 et 11 plaqués. Parle-nous du travail de cette défensive-là qui a mené littéralement les Alouettes à la Coupe Grey parce qu'on va faire la transition vers l'attaque après. Si c'était juste de Mhm, l'attaque, les Alouettes seraient en vacances, ça ferait longtemps. mhm. Donc, c'est une performance quasi historique contre Toronto. Là. Ouais, je suis allé chercher le livre des statistiques pendant le match sur la galerie de presse. Regardez, c'est qui qui avait réussi le plus de revirements, qui avait causé le plus de revirements dans l'histoire de la Ligue canadienne. C'est les Stampeders avec 12. OK. Mais évidemment, lorsqu'on parle de chiffres, c'est quelque chose, mais comme toi, personnellement, en tant que partisan, puis maintenant membre des médias, euh,
même c'est ça, dans mes temps comme partisan et comme membre des médias, j'ai jamais vu une performance défensive dans la Ligue canadienne de cette amplitude-là. Mm. À ce moment-là, contre une équipe dominante de la sorte, ça a été extraordinaire de voir ça. Écoute, il y avait des murmures sur la galerie de presse. On le sait, là, sur la galerie de presse, il n'y a personne qui peut célébrer quoi que ce soit, parce Ouais, qu'évidemment, ce n'est qu'un des membres des médias, mais évidemment, il y a les membres des deux équipes qui sont là, donc les membres qui travaillent aux communications des Alouettes puis des Argos qui étaient là. Puis, écoute, on entendait des murmures, les gens se parlaient, c'est comme qu'est-ce qui se passe? C'était absolument incroyable de voir revirement après revirement après revirement. Chad Kelly n'a jamais été confortable dans le dernier match, mais pour en revenir à l'unité en général, pour moi, c'est une des meilleures de la Ligue canadienne que j'ai vue. euh, Assurément. Au niveau, comme tu l'as dit, des plaqués, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais quand un joueur réussit un premier essai, mais qui se fait frapper fort, ça va lui donner le moins le goût d'y retourner c'est la vrai. prochaine fois. Puis ça fait des petits en fin de match. Puis on l'a vu en fin de rencontre, même les joueurs comme Devaris Daniels, qui est extrêmement un joueur qui est physique, qui aime aller au contact, même lui, il a même sorti ses bras d'alligator, comme on dit, il a comme enlevé ses mains parce que le train de Reggie Stubblefield s'en venait. Donc, ça, pour moi, c'est la preuve que cette unité-là réussit son travail. Puis, de la façon que c'est fait, c'est qu'on part avec des plaqués extrêmement physiques, on fait mal à l'adversaire, puis tranquille, pas vite, on change le momentum de côté, puis on a forcé Chad Kelly, puis on avait forcé Matthew Shields, justement, à garder le ballon longtemps dans leurs mains. Les demi de coin, demi-défensifs ont fait leur travail, puis ça a facilité un peu le travail de tout le monde. Donc, non, cette unité-là, puis chapeau à Noel Thorpe parce Absolument. que il y a un an, je me rappelle, Il a été j'avais critiqué. dit, ben, moi, je l'avais critiqué après la défaite des Alouettes en demi-finale, Ouais, en finale de l'Est l'an dernier contre Toronto. C'était un peu le scénario inverse où l'attaque avait connu un match extraordinaire, puis ouais. c'est la défensive qui, Il lorsqu'elle avait fallait qu'elle cassé. tienne pour une fois, elle avait cassé. Donc, euh, mais Noel Thorpe s'est réinventé. C'est pas le même Noel Thorpe que l'an dernier. Puis Ouais. ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent. Il a compris, il est allé retourner, il l'a lui-même dit, il a vu les critiques. Il s'est remis en question, puis ça, je trouve que c'est extraordinaire pour un entraîneur de se remettre en question. Il est allé retravailler, il est allé apprendre des nouveaux concepts. Puis cette année, vraiment des concepts où on pense qu'il y a énormément de pression. Finalement, tout le monde recule à la dernière seconde. On Ouais. présente tellement de différents concepts à l'attaque adverse que c'est vraiment quelque chose, je dirais presque de nouveau dans la Ligue canadienne, tellement il est allé chercher des formations innovantes. Donc, vrai, chapeau à Noel Thorpe, puis Chapeau, évidemment à toute unité. chapeau à Danny Machocha aussi d'avoir gardé confiance en son coordinateur Mhm. défensif. Faisons la transition vers l'attaque où on va passer un petit peu plus vite que la défense, là, à juste raison. Cette attaque-là tire de l'arrière par rapport à la défense, clairement. Commençons par le travail du carrière Cody Fajardo qui, en saison régulière, 14 touchés, 12 interceptions. Contre Hamilton, c'est 212 verges, pardon. Contre les Argos, 175, un touché, une interception. Dans les deux cas, il a eu énormément de difficultés à trouver son rythme. Oui, il était pressé régulièrement par la ligne Mhm. défensive adverse, mais on le sentait très, très peu confortable. Avoir des bons ancrages était difficile. C'est difficile aussi aller vers une option B et C. Donc, c'est deux matchs très moyens du côté de Fajardo. Il va falloir qu'il monte sa performance vraiment d'un cran là, en finale. Écoute, je vais faire 2 points avant de parler de l'attaque. Puis, en fait, je vais en faire un, puis après ça, je vais continuer à élaborer sur l'attaque. Le premier, c'est que en fait, non, c'est 2-1, en fait. Parce que, dans le fond, on sait que la Ligue canadienne, c'est une ligue offensive parce que, évidemment, on a 3 essais, donc on a moins d'essais, donc énormément de passes, donc plus de verges gagnées. Puis oui, c'est vrai, il y a des matchs où le rythme est plus lent, mais en général, ça donne des matchs assez excitants puis des matchs à haut pointage. C'est vraiment ça, la base de la Ligue canadienne. Puis c'est pas mal à ça que les gens s'attendent lorsqu'ils regardent un match de la Ligue canadienne. Ce qu'il faut comprendre cette année, c'est que les Alouettes ont énormément mis d'argent sur la défensive. Puis ça, j'en ai parlé dans ma dernière chronique parce que les gens ne le réalisent pas. Mais c'est rare qu'une équipe mette autant d'argent sur la partie de l'aspect défensif. Sankey coûte énormément d'argent. Beverett coûte énormément d'argent. Sean Lemon coûte énormément d'argent. Tu as des joueurs, même les demi-défensifs, avec toutes les rotations qu'on a dû faire, coûtent énormément d'argent. Et il y a énormément d'argent qui a été mis là-dessus. Puis, lorsqu'on regarde du côté offensif du ballon, on avait mis énormément d'argent sur Greg Ellingson. Son argent n'a pas compté sur Ça la masse marchait tout salariale de parce suite. qu'il a été mis sur la liste des blessés pendant 6 matchs. On a des joueurs comme Reggie White qui était censé revenir au mois Ouais, d'octobre, il n'est ouais. jamais revenu cette année. Donc,
cet argent-là n'a jamais compté sur la masse salariale, ce qui a d'ailleurs permis à Madani Machocha d'aller chercher ses joueurs étoiles en défensive. Ouais. Donc, contrairement à beaucoup d'équipes dans la Ligue canadienne, les Alouettes ont énormément investi d'argent du côté défensif du ballon. Donc, lorsqu'on regarde les performances des Alouettes, il faut s'attendre à ce que la défensive soit la meilleure unité des deux. Malgré le fait que c'est une ligue extrêmement offensive, malgré que c'est une ligue où justement on prône l'attaque, quand on regarde comment les Alouettes sont bâties financièrement et sur le terrain, c'est normal de voir la défensive mener la charge. Et puis, je trouve, c'est ça que je pense que les gens se laissent un peu absorber par ça. Oui. Selon toi, est-ce qu'on a vu quand même, ayant dit tout cela, la version normale de Cody Fajardo ou dans un contexte où vraiment il va y avoir de la pression, tu penses qu'il va être capable quand même de justement d'être plus dominant qu'il l'a été, là? Mhm. Ben, pour répondre à ta question, en fait, il faut qu'on parle de toute l'unité, pas seulement de Fajardo, parce que lorsque j'ai regardé le match sur la galerie de presse à Toronto le samedi dernier, oui, il a absorbé énormément de sacs du corps. Ouais. Il s'est rendu à 7 durant la rencontre. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs problèmes qui ont généré ça. La première, c'est que les receveurs doivent doivent trouver l'entrezone plus rapidement pour donner justement à Fajardo plus d'options. Parce que les Argos ont joué énormément de défensifs de zone. Puis ça, même Austin Mack m'en avait parlé bien avant le match. La clé pour les receveurs, c'était de trouver une zone extrêmement rapidement. Chose que les receveurs avec plus d'expérience arrivent à faire plus rapidement. Probablement qu'un joueur comme Greg Ollinson, s'il avait été en forme, s'il avait été en santé, aurait été vraiment utile dans ce type de match-là parce que Ouais. c'est le type de match où justement tu as besoin de trouver une autre zone rapidement, tu dois comprendre la défensive. Puis les Alouettes ont un groupe de receveurs extrêmement jeune. Donc, qui est assez nouveau à la Ligue canadienne. Donc, Austin Mack, c'est sa première année. Cole Speaker, première année complète. Tyler Snead, première année. Donc, tous Philpott, les très jeune concepts, aussi. Ouais. exactement, Philpott. Donc, c'est tous des concepts où justement, il faut trouver de la zone rapidement, puis les receveurs des Alouettes ont de la misère. Ensuite, évidemment, la ligne offensive qui n'a pas été la meilleure unité de l'équipe, évidemment, cette année. Puis l'absence de Pierre-Olivier Lestage Ça fait se mal. fait ressentir et ça fait extrêmement mal. Mais cette unité-là doit être capable de gagner si un contre un. On l'a vu la semaine passée, il y a des 1 contre 1 qui ont été perdus, qui ont permis à des joueurs de ligne défensive des Argos, dont Sean Oakman, de se rendre directement à Fajardo par le chemin le plus direct. Puis ça, c'est mortel pour un carrière parce que tu n'as C'est même pas pas le son temps de problème. t'installer, tu es obligé de lancer. Et évidemment, Cody Fajardo doit prendre des décisions plus rapides. Ouais. Je ne veux pas lui enlever si on veut, le Excusez blanc qui lui complètement. revient. Ouais. Là. Exactement. Non, 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 absolument pas parce que il est capable de faire mieux, il est capable de lire les défensifs plus rapidement, puis il est capable de prendre des meilleures décisions. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde la performance des Alouettes lors des 2 derniers matchs, elle a fait ce qu'il fallait pour sécuriser le match, puis Fajardo a réussi à trouver le moyen d'être meilleur que le carrière adverse à la fin du match. Puis ça, c'est quelque chose qu'il n'aura pas le choix de faire contre Zach Collaros d'une quelconque façon. Puis dans le sens où on lui a parlé après le match, puis il disait, moi j'étais prêt à prendre des sacs du corps si notre séquence se finissait par un dégagement puis pas une interception par Ouais. l'adversaire. Il était Absolument. conscient du fait que la défensive joue extrêmement bien, que c'est elle qui menait la charge. Puis lui, ce qu'il voulait faire, c'est de gérer le match comme il pouvait, un peu comme Caleb Evans avait été amené à faire durant la saison lorsque Fajardo s'est blessé, mais lui, vraiment, il était en mode gestion de match, gestion du risque. Et donc, lui préférait prendre un sac du corps, puis j'ai l'impression que ça va arriver aussi dimanche, à lancer une interception pour redonner du rythme à Toronto, à Winnipeg, mais tu me diras qu'il en a lancé une, c'est vrai. Mais lorsque ça comptait, son attaque était capable de rester sur le terrain. Ouais. Lorsqu'on lui a dit, OK, là, il faut que tu fasses de quoi, il était capable de le faire. Puis on l'a vu en fait, il y a eu un échange de toucher. Là. Premièrement, les Argos ont marqué leur premier toucher du match. Letcher a répliqué. Et puis, quelques secondes plus tard, Davarius Daniels complètement seul dans la défensive. Puis là, les partisans à Toronto ont commencé à y À croire. y Peut-être, croire, oh, ouais. là, ça s'en vient. Qu'est-ce qui est arrivé? Fajardo a pris le ballon. Sa séquence a duré 5 minutes. 5 minutes au quatrième quart. Il a brûlé 5 minutes au quatrième quart. Il a donné des C'est poussières important, ouais. il a donné des poussières à Toronto qui a pris le ballon proche de sa ligne de 10 pour pour remonter le terrain 2 fois pour marquer un toucher. Bonne chance. Donc, non, c'est clair. Moi, je l'ai toujours dit, Fajardo est capable de jouer mieux. L'offensive est capable de mieux faire. Mais lorsqu'elle a été, surtout c'est vrai lors des 2 derniers matchs, puis c'est important à noter, lorsqu'il fallait qu'elle presse sur le terrain, lorsqu'il fallait qu'elle marque des points, lorsqu'il fallait qu'elle réplique à l'adversaire, On a fait son l'attaque était travail, ouais. capable de le faire. Elle a été capable de le faire. Puis, euh, sans dire que c'est ça que ça va prendre contre Winnipeg, parce que pour moi, ça va en prendre beaucoup plus, Ouais. c'est la base pour moi. C'est-à-dire que les Alouettes ne peuvent pas se permettre
d'échapper des ballons, de donner des terrains courts à Winnipeg, de lancer des interceptions comme Chad Kelly l'a fait. Écoute, je reconnaissais même pas le joueur qui était devant moi Ouais. samedi, que ce soit devant les médias ou sur le terrain. Donc, pour moi, Tu, c'est vraiment ça la clé. Mais tu les as ouais. nommés tantôt, là, les receveurs des Alouettes sont rapides et dynamiques. Il va falloir qu'ils soient très précis dans leur tracé. Mhm. Austin Mack est le meneur de cette unité-là, 1154 verges par la passe. Il a été nommé sur l'équipe étoile de la LCF. Le dernier élément de l'attaque qu'on doit aborder, c'est ceux des porteurs de ballon. Ça a été quand même difficile dans l'éliminatoire. Je pense que les statistiques de Will Stanback, 95 verges contre Hamilton, ont majoritairement été obtenues dans une cause où le match était pratiquement déjà terminé. La semaine passée, c'est seulement 15 verges contre Toronto. Oui, en peu de portée, mais quand même, ça va prendre une unité. Et oui, ça passe par le travail de la ligne à l'attaque, mais ça va prendre un Will Stanback plus explosif, plus dominant contre Winnipeg, là. Oh, c'est sûr. Puis comme je l'ai dit, ça s'applique à toute l'attaque en général. On a parlé, tu sais, tantôt, je te parlais de Fajardo, je te parlais des receveurs de la ligne offensive. Mais évidemment, Will Stanback, il doit lui aussi. En fait, lui, pour moi, j'ai le sentiment qu'il va connaître un bon match contre Winnipeg. La raison est simple, c'est que c'est un joueur qui a tout vécu presque avec les Alouettes. C'est le deuxième plus Ouais, vieux dans l'équipe après Christian Matt. Il a vécu les années de misère, il a vécu c'était les défaites difficiles en éliminatoire, il a vécu toutes les frustrations. Il a jamais quitté Montréal. Il s'est toujours bien senti ici, puis j'ai l'impression que pour lui, c'est l'occasion justement de redonner un peu aux gens qui ont vraiment cru en lui. Donc, moi, je m'attends à un bon match de sa part. Ceci étant dit, je pense que la ligne à l'attaque doit être capable d'affaisser celle des Bombers. Puis oui, c'est dur de le faire, mais il faut le faire. Si tu veux gagner un championnat, il faut que tu battes les meilleurs. On parle souvent de la ligne défensive avec Willie Jefferson, Jackson, Jeff Code. Tu sais, des joueurs extrêmement dominants à Winnipeg, mais la ligne à l'attaque des Alouettes doit être la plus physique des deux. Et je sais, c'est difficile, mais il faut le faire pour donner ces trous-là à William Stenbach. Et oui, lui, Stenbach doit être capable d'être meilleur aussi, doit être plus explosif, doit briser des plaqués, doit vraiment aller donner tout ce qu'il y a dans le réservoir. Puis ça, j'ai ouais, pas de doute vraiment. qu'il va le faire. Parce qu'on le sait, Winnipeg, c'est une bonne équipe. Puis moi, ce que j'ai, malgré tout, malgré le fait que le jeu au sol n'a pas été extrêmement dominant lors des 2 derniers matchs, ce que j'ai aimé, par exemple, du jeu au sol, c'est qu'on a gardé le jeu au sol. C'est quelque chose que j'ai critiqué énormément les Alouettes au cours des dernières années, c'est-à-dire, OK, on voyait que le jeu au sol ne marchait pas en début de C'est match. vrai. Qu'est-ce qu'on faisait? On l'a On abandonné fait du autre plan de chose, match. hein. C'est comme si on oubliait qu'il y avait des porteurs de ballon. Puis et Antwi et Stenbach sont capables d'y aller de bonnes courses à l'occasion. Et le fait que les Alouettes ont gardé la menace au sol vivante contre les Argos, ça a permis justement à des receveurs d'aller chercher des espaces, d'aller chercher des trous. Il y a des secondes supplémentaires à quelques moments. Donc, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est arrivé contre Hamilton, c'est moins arrivé contre Toronto, mais lorsque le match comptait, ben, genre lorsque le match devenait plus serré, c'est le jeu au sol qui a vraiment mis fin aux espoirs Absolument. des Tiger Cats contre Montréal, où Stenbach a fait une longue course, a emmené les Alouettes en territoire adverse. Et là, ça a vraiment calmé un peu toute l'équipe. Contre Toronto, il est allé d'une belle course. Ça a donné un autre premier essai. Ça a donné proche d'un premier essai. Puis ces concepts-là, pour moi, vont être importants. Il faut que les Alouettes gardent un équilibre au sol, à moins évidemment que le score devienne par 2 possessions et plus. Mais si le match reste serré, les Alouettes se Pour garder doivent cette, il y a cet la outil-là. menace de jeu au sol. Exactement. Parce que sinon, qu'est-ce que ça va faire? Ça Ça va va être être un facile à festin pour la prévoir pour ligne. la défense. Ouais. Exactement. Terminons Exactement. cette analyse des Alouettes en parlant d'une autre unité qui a excellé, c'est celle des unités spéciales menée par Baron Archambault qui a progressé, qui a fait un travail incroyable cette année. Et moi, je note que la discipline de cette unité-là est extraordinaire depuis quelques rencontres. Euh, Lorsque Mhm. James Worthy s'est blessé, il y avait une certaine incertitude au niveau des retourneurs des bottées. On a eu James Letcher qui a pris une place intéressante. Là, en 6 matchs, c'est quand même un touché sur les bottées de dégagement et de retour. Alors, on est quand même bien positionné à ce niveau-là. J'aime sa patience, j'aime sa lecture du terrain. Il est quand même très explosif aussi. Ma question pour toi va être au niveau de David Côté. Quand même 5 Mhm. placements réussis en 6 en séries éliminatoires. Il n'y a pas eu à en faire des trop difficiles. Par contre, Mhm. en saison, ça a été beaucoup plus difficile, 39 en 52. On l'a vu à plusieurs matchs à être peu confiant. Quel David Côté va se présenter dimanche selon toi?
Écoute, j'ose croire que ça va être le bon, là. Puis moi, j'ai de la misère à le catégoriser bon David Côté, mauvais David Côté, parce que Penses-tu qu'il va avoir la confiance David Côté a nécessaire? la mentalité d'un botteur, puis je trouve ça intéressant, c'est-à-dire peu importe ce qui s'est passé dans le dernier botté, on oublie, puis il faut qu'on réussisse le prochain. Pour ce qui est de David Côté, je pense que depuis le début des séries, on peut pas lui reprocher grand-chose. Non. Oui, il a raté un botté la semaine dernière à Toronto qui aurait pu faire mal, une utilité des Christian Mad qui est par terre, a réussi à faire tomber Javon Lee. Mais lorsqu'on regarde son travail en général, oui, il démontre une assez belle confiance. Puis c'est quelqu'un qui est capable, quand les moments sont importants, il est capable de mettre fin au match ou d'amener le match en prolongation lorsqu'il a la chance de le faire. Cette année, c'était moins évident, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on va avoir la bonne version de David Côté, la meilleure version en fait de Ouais. David Côté. J'aime pas dire bonne, mauvaise, mais la Non, mais meilleure la version de meilleure. David Côté, on va Absolument. l'avoir ça. Puis juste un petit commentaire sur James Letcher parce que pour moi, tu l'as bien décrit, mais pour moi, ça ne s'écrit pas son travail. Honnêtement, il est extraordinaire depuis qu'il est arrivé. Puis pour moi, Ouais. c'est le retourneur le plus hot en ce moment dans la Ligue canadienne, le plus chaud, le plus explosif présentement. Il a été plus explosif que Javon Leake la semaine dernière. Il a éclipsé Tyreek McAllister la semaine d'avant contre Ouais. Hamilton, qui sont deux retourneurs. En fait, Javon Leake a gagné, en fait, il a été nominé pour le joueur par excellence sur les unités Ouais. spéciales. J'ai pas, en fait, je suis pas sûr s'il l'a gagné hier, mais dans tous les cas, oui, je pense que c'est lui qui l'a gagné devant Sean White, il l'a gagné hier. Ouais. Donc, ouais, ouais, Les Argos avaient pas j'ai mal gagné seulement. presque tous les Ouais, trophées ouais, mais possibles. j'étais pas sûr parce que Sean White a connu une saison historique en Colombie-Britannique. Ouais. Mais James Letcher a éclipsé ces deux joueurs-là. Les blocs sont extrêmement solides devant lui. Puis ce que j'aime de James Letcher, c'est que peu importe où il est toujours capable de se sortir. Il est tellement petit, tellement dynamique. Peu importe si tu es sûr qu'il va se faire plaquer, il a une chance sur deux qu'il réussit à esquiver le plaqué puis aller continuer. Puis moi, c'est ça qui m'impressionne de ce joueur-là. Puis pour moi, il va falloir qu'il soit meilleur que Janarin Grant, qui est un retourneur. C'est pas le plus explosif, mais c'est celui qui voit pour moi le mieux le terrain. Il a une vision incroyable, puis il a un gabarit de plus, il est plus physique que Letcher, donc il est capable d'absorber plus de plaqués. Mais pour moi, Letcher va devoir être meilleur, puis il est capable d'être meilleur que Janarin Grant. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette confrontation-là. Mais pour un dernier mot sur David Côté, puis c'est pas seulement lui qui a eu des problèmes cette année, là, c'est tout le monde, c'est la protection qui sur les Devant bottées lui, de ouais. précision aussi. J'ai encore le match en tête à Montréal où David Côté aurait pu amener le match en prolongation. Je pense, on a eu Nick Toronto, Callender ouais. de la misère. Puis il y a un joueur des Argos qui était rentré, avait levé le bras, Ouais. match terminé. Donc, non, Passons maintenant c'est. Passons Ouais. maintenant aux adversaires des Alouettes, là, rapidement, les Mhm. Blue Bombers qui sont menés par Mike Cauchy, qui a beaucoup d'expérience. Une quatrième présence en finale. On a eu des victoires en 2019 et 2021 avant de baisser pavillon en 2022 contre les Argos. Je vais y aller de quelques statistiques rapides. Ensuite, tu nous donneras une vue Mhm. d'ensemble. Du côté des Alouettes, ça a été deux défaites cette année, là, 17-3 lors de la semaine 4 et 47-17 lors de la semaine 12. Ça n'avait pas bien été à Winnipeg. Ils ont terminé avec une fiche de 14-4. Zach Collaros, une saison quand même, encore une fois, extrêmement efficace, là, 4252 verges par la passe, 33 touchés, 15 interceptions. Le porteur de ballon, Brady Oliveira, qui a été le Canadien de l'année dans la LCF, il avait été aussi nommé pour être finaliste pour le MVP. C'est 1534 verges au sol, 9 touchés et 432 verges par la passe. Je termine avec les receveurs. C'est une situation très intéressante pour dimanche. Leur meneur, Dalton Schoen, 1222 verges captées, 10 touchés et blessés. Nick Dembski, deuxième meilleur receveur, est amoché. Le reste, Kenny Lawler. Donc, c'est une unité qui ne sera pas à leur niveau optimal définitivement. Parle-nous un petit peu d'un point de vue d'ensemble des Bombers. Écoute, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Zach Collaros a encore connu une excellente saison. Mais pour moi, le plan de match des Alouettes, défensivement du moins, doit ressembler à celui qu'on a réussi contre Chad Kelly la semaine dernière. Puis je t'explique mon point. Zach Collaros, c'est un joueur, évidemment, il est capable d'allonger des jeux avec ses jambes, capable d'allonger puis de compléter les longues passes. Par contre, c'est le type de joueur aussi qui aime prendre des risques puis lancer prendre des risques puis lancer des passes un peu plus risquées. Puis on l'avait vu contre les Alouettes cette année, lorsque, oui, les Alouettes se sont fait à la fin rosser là, lors de ce match-là. Mais lors de ce match-là, Tyrell Richards avait réussi une interception. Marc-Antoine Decoy avait réussi deux interceptions, si je me souviens bien, dans le même match.
contre Colaros parce qu'il avait voulu étirer le jeu, avait voulu chercher le long jeu. Puis c'est souvent ça qui peut, justement, ça peut être sa meilleure arme, mais ça peut être sa pire aussi. Donc, les Alouettes ont une excellente tertiaire capable de réaliser des interceptions, Ouais. mais il faut le mettre, l'inviter justement tu sais, c'est pour ça que tantôt j'ai Mettre parlé des de erreurs. pression, Ouais. mais exactement. Donc, moi, c'est ça, comment j'ai appelé ça contre Chad Kelly. J'ai dit, il faut créer de l'impatience chez lui. Mais c'est la même chose contre Zach Collaros. Il faut que tu crées ce sentiment, OK, il faut que je réussisse un gros jeu, il faut que je réussisse un gros jeu pour que, oui, c'est un carrière qui a beaucoup plus d'expérience, mais quand même, on l'a vu cette année, plusieurs reprises, lorsque les choses vont mal, il essaie de long jeu, puis c'est là que justement la défensive des Alouettes peut en profiter. Je me rappelle d'un match qu'il a joué contre Edmonton, parce que les statistiques ne disent pas tout, là, mais c'est un match, les Elks ont gagné, mais suite à la blessure de Colaros, les Elks menaient 21-0. Puis sur la dernière passe qu'il a tenté avant de subir une blessure à la tête, écoute, il était presque par terre, il s'est lancé, puis il a lancé un ballon alors qu'il n'aurait jamais dû le lancer, il aurait dû accepter le sac du corps. C'est arrivé d'entre les mains d'un joueur d'Edmonton. Il a fini ça avec un touché. Et là, c'était 21-0 pour les locaux. Puis on disait, wow, est-ce qu'Edmonton va gagner finalement un premier match après tant d'années entre Drew Brown, le réserviste, et puis puisque c'est Edmonton, ils ont bousillé leur avance. Puis Ça. à la fin, on ne parlera pas de ce match-là, ben, beaucoup, beaucoup, mais moi, ce que je retiens de ce match-là, puis ce que je retiens pour l'attaque des Alouettes, c'est que Zach Collaros est aussi capable d'être impatient à l'occasion. Puis c'est Ouais. là que les Alouettes doivent en profiter. Puis pour y arriver, il faut arrêter Brady Oliveira. Ça Brady va être la clé Oliveira, dans c'est le leur. match. Là, ouais. Ben, écoute, c'est leur joueur évidemment canadien par excellence. Pour moi, aurait pu gagner le titre de meilleur MVP. joueur parce que ouais, dans la Ligue canadienne, c'est même pas MVP, c'est MOP, c'est Most Outstanding Player, donc le Outstanding. joueur tu sais, celui qui paraît le plus. Puis dans cette optique-là, je comprends que ce soit Chad Kelly parce qu'il a vraiment été explosif, Chad Kelly, cette année, lorsqu'on regarde ce portrait-là. Mais Brady Oliveira, c'est une machine. C'est un peu comme Andrew Harris à son meilleur. Ouais. Et pour l'arrêter, c'est simple. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avec A.J. Willett. Il faut que tu le frappes solidement. Il faut que tu l'accueilles. Il ne faut pas que tu lui donnes d'occasion, justement, d'exploser puis d'aller chercher beaucoup de verges. C'est le type de joueur que tu veux arrêter. Puis ça a fonctionné avec A.J. Willett. Puis je souhaite aux Alouettes que ça marche avec Brady Oliveira parce que, écoute, lors du match à Toronto, A.J. Willett, à un certain moment, lorsqu'il a attrapé le ballon, il faisait même pas deux verges, il faisait frapper, puis c'était plus le même. C'est pas le même joueur que se fait frapper. Puis Brady Oliveira, je te dirais pas que c'est le même type de joueur, mais ça ressemble. C'est le type de joueur aussi que, moindrement que là, ça commence à moins bien aller, là, il va commencer à essayer d'esquiver plus, puis c'est pas le joueur fait pour esquiver des joueurs. C'est plus le joueur qui va nord-sud. Donc, pour moi, ça va être la clé pour les Alouettes s'ils veulent arrêter les Bombers. Parce que, comme tu l'as dit, les receveurs sont amochés, mais même amochés, les receveurs des Bombers sont Ils sont excellents. dominants. Ouais. Terminons avec un aspect un peu plus local du côté des Alouettes. On sait qu'il y a un contingent de joueurs québécois assez important, là, particulièrement sur les unités spéciales, mais quelques joueurs qui, de différentes manières, sont des voix importantes pour cette équipe-là, puis ils représentent bien les gens d'ici. Marc-Antoine Dequoy, évidemment, on sait ce qu'il démontre sur le terrain, amène beaucoup de passion dans ses entrevues d'après-match. Au niveau un petit peu plus interne, on a vu des joueurs comme Alexandre Gagné faire des speeches motivateurs quand même assez importants. Puis il est une figure importante. Il joue pratiquement uniquement sur les unités spéciales, mais c'est une figure importante dans cette équipe-là. Les joueurs s'attendent beaucoup de ce qu'il va dire avant une partie. Évidemment, Christian Matt qui parle beaucoup après les rencontres. C'est le vétéran de cette équipe-là. Fort probablement qu'il risque de se retirer en cas de victoire après cette année. Ça serait vraiment une belle manière de terminer sa carrière. Donc, ce sont des joueurs très vocaux et sans être nécessairement, mis à part peut-être Marc-Antoine Dequoy, mais sans être les joueurs les plus importants de cette équipe-là, mais cette fibre québécoise-là est très, très importante au sein des Alouettes. Tout le long de la colonne vertébrale, ça part par en haut, par le propriétaire, directeur général, une équipe d'entraîneurs aussi, jusqu'aux joueurs. Mhm. C'est l'équipe d'une province, les Alouettes. Et Mhm. je pense que c'est pour ça que c'est important que la province en entier soit derrière eux. Là. Ah, absolument. Puis, je vais commencer par Jason Moss parce que on n'en a pas parlé, puis c'est un Ouais. peu dommage parce que pour moi, c'est l'artisan de cette équipe-là. C'est celui qui a vraiment fait croire aux joueurs des Alouettes qu'ils avaient une opportunité de se rendre jusqu'au bout. Vraiment, celui qui a rassemblé l'équipe. Puis, C'en pourquoi je te est un parle de Jason underdog Moss? aussi, Jason Moss. Oui, Hein. Plusieurs absolument. disaient que
il n'y aurait pas d'autre chance en tant que head Mhm. coach. Il est en Ouais. train de Mais prouver comme, tort à ouais, plusieurs. Là. mais comme Noah Thorpe, il Ouais. s'est ajusté, il a appris, il a regardé les critiques, puis petit aparté, Jason Moss, quand il est arrivé, les joueurs, la majorité des joueurs lui parlaient justement de ses crises en 2019, parce qu'il n'avait pas été un mauvais entraîneur avec les Elks, avec Ouais. les Elks qui étaient les Eskimos à l'époque, mais il avait pas connu une mauvaise, tu sais, il avait connu de bonnes saisons, il avait amené son équipe à la finale de l'Est parce qu'il avait fait le croisement, avait vraiment fait un plan de match magistral contre les Alouettes ici en 2019, je me rappelle encore. Ouais. Puis, malgré tout ça, les Elks ont décidé d'aller dans une autre direction. Puis, à chaque fois qu'on parlait de Jason Moss, on parlait justement de ses crises avec les micros, prenait ses cases d'écoute, les lançait par terre, se fâchait. Puis, même les joueurs en début d'année, ils faisaient des blagues. Puis, lui, il s'est dit, OK, là, pas ça va faire, mais là, c'est correct, je vais prendre ça sur moi. Il a présenté à ses joueurs dans le camp d'entraînement une vidéo, un montage de lui qui pète ses coches. Donc, C'est la puis il a meilleure dit, manière de crever l'abcès. Là. exactement, il a dit, guys, ça n'arrivera plus. Puis, je ne l'ai pas vu cette année. Puis, ce que j'ai remarqué du Jason Mars de cette année versus celui de 2019, beaucoup plus calme, prend plus sur lui, prend plus le blâme, pointe pas du doigt ses joueurs. Puis, il a vraiment créé un esprit rassembleur. Puis, si tous les joueurs sont d'accord avec lui, Stanback on lui a posé la question, Sankey, qu'il Ouais. avait connu en Saskatchewan, Armando Sewell à Edmonton, tous ces joueurs-là, quand ils parlent de Jason Mars, ils se disent il a progressé comme entraîneur, puis ça, pour moi, c'est important. Puis pour comment il a progressé aussi, c'est que quand il est arrivé ici à Montréal, il aurait pu faire comme tous les autres entraîneurs avant lui, puis juste se concentrer sur bâtir une équipe gagnante. Non, il a insisté sur que les joueurs prennent des cours de français. Ouais. Il a insisté sur que on parle de l'escadron 425 de l'armée, qui en fait, c'est de là que vient le nom Alouette et non de Exact. l'oiseau, pour certains qui se posaient la question. Euh, et tout ça, c'est lui vraiment qui est allé chercher tous ces éléments-là, puis il a appris à travers ça, puis il a incité ses joueurs à apprendre. Donc, c'est lui qui a parti justement cette tradition-là de justement remettre les clés un peu de l'équipe aux gens d'ici. Parce qu'évidemment, c'est ça qui est important, parce que n'importe qui Ouais. pourrait faire un speech d'avant-match, parce qu'Alexandre Gagné, évidemment, ne fait pas son speech en français, il le fait en anglais. Mais ce speech-là, après ça, on voit Marc-Antoine de quoi parler, Christian Matt parler, on voit vraiment que Jason Moss a vraiment mis l'accent là-dessus, puis je lui lève mon chapeau pour vrai. Vraiment. Il a vraiment progressé, puis c'est un autre que moi, je n'étais pas sûr au début. Son embauche, il y avait d'autres candidats intéressants. Évidemment, c'était le choix logique quand on regarde l'historique entre Pachuca et Moss, mais Ouais. c'était à lui justement de prouver à tout le monde que non, c'est pas seulement un entraîneur qui est émotif, c'est un entraîneur qui est capable tu sais, d'être patient, puis ça paraît aussi dans sa sélection de jeu, moins agressif qu'avant. Donc, je lui lève mon chapeau, puis comme tu l'as dit, saveur québécoise, absolument. On parle de beaucoup de joueurs sur les unités spéciales qui sont des gens d'ici. Il y avait même mon collègue Pierre Vercheval qui, à un moment donné, les avait appelés et avait appelé une unité de couverture le Bloc québécois. Donc, ça donne une idée un peu de cette, justement de ce qu'il y a autour de cette équipe-là. Puis je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça dommage qu'on n'en parle pas assez Exact. Ouais. médiatiquement. Je rêve du jour où justement on va pouvoir être capable d'essayer d'accoter un peu le CF Montréal, j'allais dire l'impact, d'accoter un peu le CF Montréal en termes de justement visibilité. Parce que la Ligue canadienne, c'est une belle ligue, c'est du beau Vraiment. football. Puis moi, c'est ça que je vais célébrer en fin de semaine, c'est le football canadien. J'ai fait le choix d'arriver la veille, j'aurais pas arrivé le jour du match, mais j'ai eu cette expérience-là de gens qui Imprégné aiment vraiment parler de de tout Ligue ça. Ouais. canadienne. Exactement. Puis il y a des partisans de partout. Je ne sais pas si tu as regardé les vidéos Ouais. du festival La Cougaree. Des Ah gens ouais. de partout sont venus, de Regina, de Winnipeg, de Colombie-Britannique. C'est vraiment la fête du football canadien. Puis c'est dommage qu'on n'en parle pas assez au Québec, mais c'est du beau football. Il y a un beau produit. Puis on a une belle relève aussi au niveau RSEQ Vraiment. universitaire. De plus en plus de joueurs qui viennent de là se font des places dans les équipes de la Ligue canadienne et performent comme Marc-Antoine Dequoy à un très haut niveau. Exact. On ne parle pas seulement d'un gars qui vient de l'Université de Montréal, on parle d'un gars canadien, puis je trouve ça très intéressant. Donc, non, vraiment une belle saveur québécoise, puis Terminons. je souhaite, juste en terminant, je souhaite qu'il y ait beaucoup de partisans qui fassent le chemin à Montréal. Terminons, Pablo, d'une petite prédiction, si tu le veux bien. Euh, Mhm, Évidemment, la semaine passée, peu de gens donnaient des chances aux Alouettes. Ben là, les Alouettes sont encore une fois négligées contre les Blue Bombers. J'ai trouvé ça intéressant ce que Jason Moss a dit. Qu'en 2019, ben, Winnipeg était dans les souliers des Alouettes. Là. Ils n'avaient pas été à la Coupe Grey depuis. Ils étaient comme. C'était leur première année de ce cycle-là. Ben, mhm, j'aime que Jason Moss s'imprègne un petit peu de cette idéologie-là. Selon toi, qu'est-ce mhm. qui risque de se passer dimanche?
Ouais, ben écoute, ce que tu as dit par rapport à Jason Moss, c'est intéressant, mais il faut ajouter que les Tiger Cats non plus n'avaient pas goûté à la Coupe Grey depuis 1999. D'ailleurs, c'est C'est vrai. encore leur disette. Ils n'ont pas encore gagné de coupe, donc c'était deux équipes qui arrivaient Deux pas mal défaites en de suite. terrain inconnu. Donc, ouais, exact. Donc, ça c'est petit aparté là-dessus. Mais pour ce qui est du match, moi, je vais donner l'avantage aux Alouettes dans ce cas-ci. Puis, je l'avais donné aux Alouettes la semaine passée aussi contre Toronto. J'avais le sentiment que la défensive allait forcer Chad Kelly à prendre des mauvaises décisions. Là, j'ai l'impression que ça va prendre une meilleure performance de Fajardo. J'ai l'impression que Ouais, le pointage va être plus élevé. Donc, l'attaque va devoir produire. Mais je le dis depuis quelques semaines, mais j'ai comme le sentiment que ça va être David Côté qui va mettre fin à cette Coupe Grey-là avec un botté de précision. wow. Je vois quelque chose comme un 27-24 en faveur des Alouettes. Euh, Parce que puis ce serait une très belle histoire, honnêtement, avec tout ce qu'a vécu cette année, avec tout ce que l'équipe a vécu cette année, Absolument. de finir de la sorte. Mais j'ai le sentiment que c'est comme ça que ça va se finir, un 27-24 à l'Ouest. C'est juste un sentiment, évidemment. Ne vous servez pas de mes propos pour aller parier, mais Pour miser la évidemment, mais maison. exactement, on ne tient pas la maison là-dessus, mais j'ai un bon sentiment par rapport à ce match-là. La défensive fait un job colossal, puis l'attaque va être capable de prendre des étapes, en fait, de capable de monter des échelons encore d'ici Évidemment, la fin du match. c'est facile à dire parce qu'ils sont en finale, mais tu es un grand partisan oui, de la Ligue canadienne et des Alouettes depuis longtemps. Je le suis aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas aimé, principalement la défensive, mais une unité comme Mhm, ça. Oui, dans le temps que les deux derniers championnats, évidemment, avait Anthony Calvillo. Donc, mhm, l'attaque était un petit peu plus sur l'avant-plan. Il y a le vieux dicton qui dit que c'est la défensive qui gagne des championnats. Ben, ça mhm. pourrait être vrai en fin de semaine. Puis, je trouve que tu as fait un très, très bel énoncé pour ce qui est du football de la Ligue canadienne, qui est une ligue à part entière. C'est une merveilleuse ligue. Et si ce n'est que pour écouter ce match-ci, ben, j'encourage les gens à regarder le plus possible et à encourager les Alouettes de la meilleure manière des possibles parce que c'est une institution importante, une institution locale. Puis c'est du très, 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 très bon football. Les gens sous-estiment la qualité de football. Récemment, j'ai vu un petit vidéo qui provenait de Chad Ochocinco qui disait à quel point il avait été surpris de la qualité du football dans la LCF. Mais c'est ça le football. Puis là, nos Alouettes sont en finale. Alors, vraiment, vraiment, je pense que c'est important de les encourager. Pablo, Mhm. premièrement, je te remercie pour cette belle heure d'analyse. Puis je pense qu'on a vraiment on a ciblé les choses importantes. On a donné une belle idée de ce que c'est les Alouettes et de ce qui risque d'être confronté à dimanche prochain. Je souhaite vraiment d'en profiter à fond dimanche. C'est une belle expérience. Mhm. Puis honnêtement, la plus belle des Coupes Grey pour toi, là. Ah, un gros merci, puis ça m'a fait plaisir. J'ai énormément de plaisir à parler de la Ligue canadienne. C'est dommage que, comme je l'ai dit, c'est dommage qu'on n'en parle pas assez, mais là, c'est le bon moment d'en parler. Puis, Absolument. on ne sait jamais, peut-être que la semaine prochaine, on va avoir droit à une parade inespérée sur la rue Ce serait Sainte-Catherine. extraordinaire. On parlait énormément tu sais, ça allait être qui la prochaine équipe à ramener un championnat à Montréal? Ça allait Ouais. être le CF, le Canadien, les Alouettes. Ben, les Alouettes sont à 60 minutes de le faire. Donc, non, je me suis dit, ça va être une belle fête du football canadien. J'ai hâte au match, puis j'ai hâte aussi de voir, d'analyser un peu de ce qui va te passer. Défaite, victoire, je pense que les Alouettes peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait jusqu'ici, mais maintenant, c'est de finir le travail, puis ils sont capables de le faire. Bien dit pour conclure le tout. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une belle Coupe Grey et la meilleure des chances aux Alouettes de Montréal pour remporter la Coupe Grey.